Bonjour à tous. Un petit mot avant, est-ce que vous nous entendez bien? Un petit message dans le chat pour nous confirmer que le son est bon. Impeccable. Bienvenue pour ce premier talk de l'année France DevOps et bonne année à tous d'ailleurs. Quelques mots d'abord sur la façon dont ça va se passer. À côté du chat, vous pouvez poser des questions là dans Livestorm. On répondra aux questions à la fin du talk. Vous pourrez voter pour les différentes questions qui seront posées. Et on les posera dans l'ordre. On se gardera à peu près 15 minutes pour y répondre. Et donc aujourd'hui, on reçoit donc Tony, Laurent et Olivier qui vont nous présenter un talk nommé FinOps et si on arrêtait de balancer l'argent par les fenêtres. Ce talk sera disponible en replay sur YouTube et sur la plateforme France DevOps. D'ailleurs, je vous invite à aller y faire un tour. Il y aura les prochaines dates de talk pour 2021 qui seront bientôt publiées et vous aurez aussi le lien vers le Slack si vous voulez rejoindre la communauté et échanger avec la communauté France DevOps. Messieurs, c'est à vous. On se revoit dans 45 minutes. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Thomas. Et bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cet événement. Donc, FinOps, c'est si on arrêtait de jeter l'argent par les fenêtres. Aujourd'hui, on devrait avoir plusieurs types de participants sur le talk là. Et c'est pas forcément exhaustif, mais vous pouvez peut-être être sur vos propres serveurs on-prem et vous avez envie d'aller sur le cloud et vous demandez comment réussir à gérer la migration sans exploser vos coûts. Dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit. Vous avez peut-être aussi une autre option qui est celle, vous êtes déjà sur le cloud et vous demandez comment réussir à réduire les dépenses, à optimiser vos coûts globaux. Et dans ce cas-là, vous êtes aussi au bon endroit. Une autre option, c'est simplement que vous avez fait le chemin pour aller dans le cloud et puis vous en êtes revenu parce que la facture, elle a explosé. Vous avez vu partout des promesses comme quoi vous alliez diviser par 10 vos coûts et finalement, vous avez multiplié par 2. On va voir un petit peu ce que vous auriez pu faire et comment vous pourriez faire la prochaine fois pour que ça se passe mieux. Enfin voilà, les différents sujets qu'on va aborder et en espérant que ça vous plaise. Pour l'instant, celui qui parle, c'est Olivier Dupré. Donc moi, je suis Cloud Solution Architect, presque. Je suis Cloud Solution Architect chez Sogeti et je suis avec mes deux compères, Tony et Laurent, que je laisse se présenter. Bonjour, Tony Jariot, je suis solution architecte avec Olivier chez 1, 2, 3, chez Sogeti à Toulouse, et sur lesquels on a la chance de vivre une aventure, en tout cas dans le cloud. On accompagne les clients, que ce soit sur l'adoption du cloud ou du go-to-cloud. C'est extrêmement passionnant. Et avec Laurent, bien sûr. Et donc, Laurent Grangeau, Cloud Solution Architect aussi chez Sogeti avec mes comparses. Moi, je ne suis pas basé à Toulouse, je suis basé à Paris. Et je vais faire très rapide, tout pareil que Tony et Olivier. Facile. Très bien. Alors, pour commencer, on va poser un terme qui est l'indicateur, au moins un des indicateurs principaux quand on cherche à faire du FinOps. C'est le TCO pour Total Cost of Ownership, hein, le coût global de possession. Et c'est lui qu'il est important de savoir monitorer avec précision et d'être capable de calculer précisément, parce que c'est lui qu'on va vouloir faire descendre quand on fait du FinOps. Et donc comparer des choses qui sont pas comparables et en faisant des calculs différents, qu'on soit par exemple on-prem et sur le cloud, c'est surtout là où on verra des grosses différences de calcul. Ça n'aurait pas de sens. Et donc l'idée, c'est de bien savoir ce que c'est que ce TCO. Donc le TCO, c'est un terme qui a été inventé par Gartner. Et Gartner, il le définit en 4 catégories, à savoir la partie frais de gestion, donc tous les frais généraux, les commandes, etc., le coût en soi du matériel, enfin matériel ou des serveurs, des services et consorts quand on est sur le cloud. Les frais de fonctionnement, donc tout ce qui va être déploiement, déploiement de vos applicatifs, de votre infra et compagnie, mais également tout le support technique qui va derrière. Donc, qui va être lié à des notions de formation et de compétences, dont on parlera un peu plus tard. Et
aussi tout ce qui est coût d'arrêt, de recyclage, en gros, hein, de votre matériel, arrêt, relance, défaillance, recyclage et maintenance surtout, parce que vous pouvez avoir besoin d'arrêter vos serveurs pour faire des mises à jour, des choses comme ça, et que si votre cloud provider il vous offre des possibilités de ne pas avoir d'interruption de service, ça réduit aussi votre total cost of ownership. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte. Et bien évidemment, si on regarde de manière très focus on-prem, le cloud arrive avec une facture clé en main, tout inclus. Là où on-prem, il faut aller chercher des factures un peu partout. Notre consommation électrique, un PC allumé, c'est 30 balles par an. C'est pas forcément tout à fait anodin quand on a des milliers de PC, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces choses-là, là où le total cost of ownership est beaucoup plus facile à décliner côté cloud, parce qu'on a des factures qui regroupent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, beaucoup réseau, beaucoup électrique, etc. Il faut faire des accumulations et des sommes qui sont pas natives et pas déjà regroupées pour vous quand on est on-prem. Donc voilà un petit peu le terme qu'on voulait vous présenter et cette notion de TCO qui est vraiment importante quand on veut faire du FinOps, et qui va driver beaucoup des autres modifications qu'on va faire dans la démarche. Tony, je te laisse. Yes, je te remercie. Dans le monde des ops, on entend couramment parler de DevOps, SecOps, ou conformité et gouvernance du cloud. Un nouveau venu a fait son entrée, le FinOps, pour notre plus grand bonheur, où on va pouvoir rapprocher deux mondes qui sont par habitude éloignés, qui sont le monde de la finance et la technique. L'approche FinOps peut aussi bien être appliquée sur la consommation des clouds publics, mais également, il ne faut pas l'oublier, sur nos hébergements on-prem, sur le cloud on-prem. Pour ça, on va réaliser une structuration au mode organisationnel qui portera la vision stratégique de l'entreprise. L'idée étant de recueillir, à partir des besoins qu'on a pu recueillir des équipes projets techniques, on pourra orienter les architectures en fonction de l'usage et des services adéquats, ou en tout cas des services qu'on aura rendus éligibles sur le cloud, pour mettre en place un tableau d'aide à la décision. Typiquement, quel type de base de données on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser du SQL, du NoSQL? Et pour ne pas multiplier les efforts et mutualiser ainsi les assets de l'ensemble des équipes pour pouvoir travailler conjointement. En mettant en place notamment des organes également de suivi de coûts centralisés, notamment on va faire une répartition possible par projet, par département ou en fonction des business units de l'entreprise. On mettra en place, au travers de ce process FinOps, un comité FinOps qui va regrouper l'ensemble des acteurs qui consomment le cloud, que ce soit au travers de la finance, parce qu'ils vont payer les factures, les architectes, les chefs de projet, les ops et les devs, afin d'étudier ensemble les évolutions et dépenses globales sur le cloud, ce qui nous amènera à définir des plans d'action ou des études visant à optimiser les coûts tout en gardant l'objectif de l'entreprise. L'idée, c'est que si sur un projet, on a la moindre dépense qui n'est pas, en tout cas, qui semble pas contrôlée, qu'on puisse mener un plan d'action pour faire réaliser cette étude et ainsi peut-être mettre en place des actions correctives visant à optimiser la dépense. Pour cela, on va également mettre en place, dans les bonnes pratiques FinOps, on va mettre en place une politique de tagging qui permettra de pouvoir identifier à quel projet est associé une dépense ou à quelle entité, ce qui permettra également, au travers de stacking, de mettre en place des KPI de suivi des dépenses, pouvant répondre aux requirements business via lesquels on va pouvoir suivre donc ces dépenses. Les dépenses de consommation par heure, par type d'instance, valider éventuellement une stratégie d'entreprise où on va avoir une maille à l'entité, au projet ou à la ressource. À la ressource. Sur le partage, pour réaliser
la stratégie de rationalisation des services partagés entre les équipes et afin d'améliorer la qualité des assets, on va essayer de travailler sur la factorisation des efforts de développement en interne à l'entreprise. On va parler d'inner sourcing pour permettre de mutualiser donc ces développements, faciliter la maintenance du code et accélérer le développement des projets, la mise en œuvre de projets, que ce soit sur la partie build ou la partie delivery. Et ce partage entre les équipes qui va être ainsi simplifié au travers de Toolkit sera un réel accélérateur, sera plus rapide, moins cher, et ça va vous permettre d'optimiser le TCO de vos projets. En appliquant les pratiques uniformément, vous allez mécaniquement avoir une économie sur le temps de développement, sur les jours hommes passés à réaliser ces développements, au travers de la mise en place de templates communs, typiquement les templates de déploiement d'infrastructures as code, où vous avez utilisé des langages type CloudFormation, vous connaissez tous, CloudFormation, Terraform, en tout cas la plupart, mise en place d'assets communs sur des règles de sécurité de l'entreprise. En déclinant de façon unique ces règles de sécurité, vous serez certain d'appliquer uniformément cette PSSI sur l'ensemble de vos projets. Du même principe, on va essayer de rationaliser les langages et les services utilisés sur le cloud, là où les équipes doivent partager de l'infrastructure as code. On établit une règle où on va utiliser le même langage pour l'ensemble des équipes de développement, ce qui sera beaucoup plus simple sur la réutilisation de développement qui ont été réalisés pour des projets précédents, donc soit en mettant en place du Terraform, du CloudFormation sur AWS ou du CDK ou autre. Et dans la même logique sur infrastructure as code, il y a aussi la partie développement, où sur les développements, on va rationaliser le nombre de langages. En exemple, sur des applications type front-end, on va choisir d'utiliser du Vue, du React ou de l'Angular, ou sur des applications back-end, on va pouvoir identifier les langages qui seront utilisés par les équipes de développement, que ce soit sur du Go pour l'optimisation du parallélisme et des traitements, du Node.js pour les applications back-end, qui est un langage aujourd'hui couramment utilisé par les équipes de développement. Donc, bien penser à rationaliser, en tout cas, les langages pour éviter s'éparpiller. Du même principe, dans l'esprit de partage, il est nécessaire de prévoir des plans de formation, mais également d'assurer une veille technologique auprès des équipes, leur laisser le temps d'assurer cette veille en prenant en compte les nouveaux assets délivrés par les clouders, afin de pouvoir monter en compétences, en faire profiter les nouveaux projets que vous développerez. Et pour cela, il faudra prévoir un espace de test ou de POC pour que les équipes de développement puissent s'entraîner. Et pour cela, dans cette démarche FinOps, il y a une volonté de supprimer les coûts cachés. Ne pas oublier supprimer les coûts cachés. En monitorant les coûts qui sont délégués au niveau du projet, on va responsabiliser les équipes afin de ne pas consommer sans réfléchir. Typiquement, lorsque vous designez, ou vous avez prévu que ce projet, dans N années, puisse recevoir, par exemple, des millions d'utilisateurs, il n'est pas nécessaire de provisionner une infrastructure à court terme qui va recevoir autant d'utilisateurs, mais plutôt de prévoir une infrastructure qui est hautement scalable, qui va répondre à des besoins qui sont réalistes. En mettant en place, vous pourrez mesurer ces aspects en mettant en place un reporting qui va vous permettre de challenger le design de votre infrastructure en se basant sur 4 critères. La fiabilité de votre application en cas de panne d'un des services, l'impact sur le business en cas d'indisponibilité, la résilience et bien entendu le coût, le capacity planning que vous aurez prévu pour héberger votre application. Et pour cela, pour dimensionner, dimensionner au plus juste votre application, il est
Je m'excuse. Il faut savoir dimensionner et saisir votre architecture pour s'adapter aux besoins réels de l'application à un instant T. Ce qu'on disait précédemment, notamment au travers de la notion de fourniture as a service, qui permet de souscrire uniquement ce dont on a besoin à la plus petite taille. L'avantage des clouders, ce qui permet, ils offrent la plupart, en tout cas sur les Américains, la plupart tous, une notion d'autoscaling, et ce qui évite de faire de l'oversizing de votre architecture et de payer le juste coût. Pour réaliser ce travail, il va être possible de se baser sur les outils que va fournir les providers. Azure, on va retrouver Cloud Explorer, Budget. Sur AWS, on va retrouver Cost Advisor. L'estimation de coût d'une application peut s'avérer très rapidement complexe, le coût allant varier en fonction du trafic, de la bande passante, de la réservation de ressources. Et pour ça, on va pouvoir également utiliser des outils tiers. Il en existe un grand nombre sur le marché. Parmi les plus connus qui peuvent s'appliquer aussi bien sur de l'on-prem que sur du cloud public, on va retrouver Apptio, qui offre une vue très orientée business project. Et on peut, au travers de ces modules, automatiser à la volée le resizing de son architecture. Donc, typiquement, si on a une instance avec énormément de CPU et que le trafic vient baisser, Apptio sera à même de réduire la taille de l'instance, en tout cas de changer la taille de l'instance en downsizant l'architecture. On va retrouver également Cloud Checker qui, au-delà d'apporter une vue fine sur la consommation des comptes présents dans le cloud, il va proposer des pistes pour densifier, optimiser l'architecture. Il va permettre également de centraliser un inventaire de tous les assets qui sont présents dans le cloud. Et va offrir également quelques toolkits sur l'optimisation et les best practices autour de la sécurité, comme peut le faire AWS Explorer. Dernier outil, et pour finir, Cloud Easier, qui permet d'avoir un calcul prédictif des coûts, qui permet de comparer le on-prem avec différents cloud providers. Il peut comparer avec de l'OVH, de AWS, du GCP, et ça va être à peu près tout. Donc, même si les outils savent, donc dans tous ces outils vont proposer des axes d'optimisation, il ne faut pas oublier que ça ne prend pas en compte les aspects de rearchitecturing et de temps de manpower pour réaliser tous ces changements. Donc, ne pas oublier que le TCO n'est pas pris en compte donc dans ces outils, et donc il va falloir que vous le prévoyez lorsque vous devez prévoir ce refactoring d'architecture. Dans les axes d'optimisation, on va voir ne pas oublier de supprimer les snapshots que vous pouvez réaliser sur vos environnements. Pensez à purger toutes les sauvegardes au-delà d'une certaine date. Dans les axes d'optimisation, bien penser également à utiliser des instances de type burstable. Ça veut dire que vous pouvez, à un instant T, surconsommer de la CPU sur une période de la journée, sur un pourcentage, ce qui vous permet donc d'utiliser à bon escient et de façon très efficace vos instances. Dès lors que vos instances tournent plus d'une dizaine d'heures par jour, pensez à la réservation des instances, ce qui vous permettra d'économiser, en achetant ces instances, d'économiser jusqu'à 70% du coût de votre facture, ce qui est très très intéressant. L'automatisation, toute la partie, la logique DevOps, automatisation de votre infrastructure as code, déploiement automatisé, sera également un axe très fort de gain sur votre TCO. Et pour finir, dans les pistes d'optimisation, pour tous vos environnements de type de développement, que vous puissiez mettre en place une logique pour pouvoir provisionner ces infrastructures on-demand pour les équipes de dev. Pour les environnements de type hors production, test, intégration, automatiser le déploiement de cette infrastructure, mais surtout penser la nuit à éteindre ces infrastructures qui ne sont pas utilisées, et du coup vous pourrez économiser de façon sensible sur ces environnements dits hors prod. Pour les environnements dits de pré-prod et de production, cette fois-ci, à partir du moment où on a fait donc l'infrastructure as code, que l'infrastructure est scalable, on va pouvoir, du fait que ces instances tournent 24 heures sur 24, on va pouvoir penser
à acheter ou à réserver, ce que je vous disais précédemment, à réserver les instances, ce qui permettra donc de réduire votre facture. La haute disponibilité. La haute disponibilité, le mot d'ordre, c'est ne pas réinventer la roue. Il faut, pour faire écho au sujet de right sizing, il faut se poser la question sur la capacité des services de Cloudr à répondre à un besoin métier. Un besoin métier, exemple, si vous devez développer un service de proxy, par exemple, même si tous les services, en tout cas Cloudr en propose, si vous êtes amené à développer ce service, vous allez devoir mettre en place des instances. Ces instances, vous allez devoir les mettre en place sur plusieurs AZ pour assurer un minimum de disponibilité. Statistiquement, sur des petites instances de type T3 Small chez AWS, ça vous reviendrait, TCO compris, à peu près à $1000 par an. Sachant que ce service existe, on retrouve sur AWS un load balancer ou un ALB. En haute disponibilité nativement, il vous offrira ce même service pour $200 par an. Donc, bien penser à chaque fois que vous avez un besoin métier, est-ce que le Cloudr n'a pas déjà ce service? Ça vous fera gagner du temps en développement, en haute disponibilité et sur la gestion de votre facture. Là. Je laisse la main à Olivier qui va vous partager l'approche 6R. Yes, pour faire dans la continuité de ce que vous expliquez, Tony, utiliser le bon service, dimensionné correctement, c'est évidemment un des leviers forts dans une approche FinOps. Donc, ça va être plutôt l'architecte FinOps qui va s'assurer de tout ça. Et justement, l'architecte FinOps, il a également la responsabilité de mettre en place la bonne architecture et de se poser la question. Et typiquement, dans une démarche Go to Cloud ou Move to Cloud, c'est aussi le bon moment de se poser la question, est-ce que je ne dois pas repenser mon architecture pour venir bénéficier des outils et des services que me propose le cloud et des fonctionnalités que me propose le cloud. Donc là-dessus, il y a une approche qui est très connue, qui est l'approche des 6R, dont vous avez certainement entendu parler. Je vais vous les présenter de manière un peu déstructurée, en tout cas pas la manière qu'on a l'habitude de voir, simplement parce que je l'ai classé de manière de la moins efficace, de la moins utile dans une approche FinOps vers la plus efficace et la plus utile. Le premier des R, donc ce sera le retirement, prendre sa retraite. C'est le bon moment de se poser la question, est-ce que cette appli finalement j'utilise encore? Est-ce que j'ai vraiment besoin de la garder ou est-ce que c'est pas le bon moment pour la débrancher? Et c'est évidemment un levier financier de débrancher une appli, d'arrêter de payer ses licences ou son exploitation tout simplement. Une autre approche, le deuxième R, ça va être le retain, savoir est-ce qu'on garde cette appli ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller en développer une autre. Donc là, c'est une notion de frugalité, mais quand on calcule le TCO, on doit prendre en compte justement les coûts de développement qui vont être lissés sur le coût de développement qui fait partie de l'ensemble de votre ownership de l'application ou le coût de réarchitecture. Et donc là-dessus, clairement, redévelopper une application ou simplement la réarchitecturer, ça a un coût qui est pas négligeable et donc qui est à prendre en compte dans votre calcul de TCO. Et donc dans votre démarche DevOps pilotée par votre lead FinOps. Le troisième R, qui est souvent celui qu'on voit en premier, c'est le lift and shift. Lift and shift, c'est l'approche de base que tout le monde a eu au début du cloud, on va dire. Avec l'essor du cloud, c'est la partie j'ai une VM chez moi, je la prends, je la copie, je la colle dans le cloud, et donc je me délègue de la partie opération exploitation de cette VM. En termes d'optimisation d'application, on n'a rien. On va juste venir bénéficier de la fiabilité de notre clouder et déléguer une partie de l'exploitation, à savoir changer les disques, machin, etc. C'est le clouder qui s'en occupe et qui s'assure que votre infra elle soit toujours up. Toujours up selon les SLA qu'ils vous proposent. Le quatrième R, ça va être le repurchase. Repurchase, c'est est-ce que je ne vais pas ajouter des services qui vont me permettre de réduire globalement le coût. Donc, j'ajoute un service qui, lui, va être plus cher, par exemple un API Manager. Et par contre, ce service-là, il va me permettre de venir mutualiser des choses, de venir mutualiser des traitements, des droits d'accès sur mes API et des choses comme ça.
Et donc, cette démarche qui est moins centrée sur un projet et plus de manière globale à votre entité va vous permettre de venir réduire les coûts par factorisation, par mutualisation de vos dépenses. Le cinquième art, et on commence à s'approcher de ceux qui font bouger pas mal les lignes, ça va être le replatform. Le replatform, qu'on peut également trouver sous la notion de lift, tinker and shift. Donc là, on va modifier, faire des modifications mineures en fait sur votre architecture pour réussir à venir bénéficier d'un service qu'on n'avait pas forcément on-prem, notamment, ou qu'on n'avait pas forcément dans l'architecture actuelle. Si je reprends l'exemple des VM qu'on avait tout à l'heure sur du lift and shift, vous avez copié-collé une VM. Sur un lift Tinker and Shift, vous allez peut-être packager dans des containers applicatifs, dans du Docker et le déployer sur un Kubernetes que la plupart des clouders, qui soient américains ou pas, proposent de manière managée et avec de l'autoscaling. Et donc, vous allez pouvoir venir bénéficier du right sizing, comme dont parlait Tony. Je vais venir mettre mes conteneurs avec une dimension moindre et par contre, ils vont scaler automatiquement pour répondre à la demande quand je vais avoir plus de demandes. Et donc je ne paierai que à l'usage mes pics de demande. Et enfin, le dernier art, c'est le refactor ou re-architect, où là, on se pose la question de manière beaucoup plus profonde. Et si j'éclatais complètement mon monolithe, par exemple, pour aller vraiment exploiter des choses, j'ai besoin d'un service de queuing, plutôt que de le porter dans mon application et de le déployer sur mon serveur d'application. Je vais utiliser le queue qui est proposé par mon Clouder et je vais aller mettre en place une API qui est portée par mon API manager du Clouder et qui va être isolée et toute ma couche service, ma couche persistance, etc. Je vais pouvoir les exploser dans des services qui sont plus unitaires et qui vont pouvoir scaler indépendamment parce que ma couche service a fait beaucoup de traitements et elle a besoin de plus de ressources que mes autres couches, par exemple. Et donc, je vais venir être en right sizing service par service, en fait. Donc là, ça va vraiment nous permettre d'avoir l'approche la plus optimale sur la durée. Par contre, c'est aussi celle qui demande le plus d'efforts, donc qui va faire grimper votre TCO le plus rapidement au début. Donc, tout dépend sur combien de temps vous exploitez votre application, mais sur refactoring, réarchitecture, là, il peut avoir un impact qui n'est pas toujours négligeable. Donc, il faut que l'architecte FinOps le prenne en compte dans sa décision. Et une des approches, donc là que je viens de vous dépeindre en vous disant que vous allez pouvoir exploser les choses en différents morceaux, c'est justement une approche microservice qu'on retrouve et qui commence aussi à être quand même assez connue et assez répandue, puisqu'on va venir vraiment découper et avoir un traitement le plus unitaire possible pour aller vraiment utiliser la ressource au plus juste. Mais venir utiliser au plus juste, ça peut aussi vouloir dire changer par exemple de paradigme, changer de langage même parfois. Vous êtes sur une bonne vieille JVM, vous avez un développement Java qui était déployé donc sur des serveurs d'application, voire même sur des serveurs J2E. Démarrer une JVM dans une Functions, que ce soit du Lambda, des Azure Functions ou des Google Functions, c'est long et donc ça coûte cher parce que ça se fait pas en quelques millisecondes une JVM. Et ce coût-là de démarrage, de consommation CPU et consommation mémoire, on sait que c'est pas neutre, vont avoir un impact sur votre coût. Et donc là, la notion de right sizing, elle va perdre un peu de son panache, si je peux dire, et basculer vers un langage type Quarkus. On est toujours dans l'écosystème Java, on va toujours tourner sur une VM, mais sur du Graal, par exemple. On va pouvoir venir faire démarrer des applications en quelques dizaines de millisecondes et donc vraiment venir optimiser et utiliser au plus juste notre ressource. Et donc, dans notre démarche FinOps, on va réduire notre coût d'exploitation à son strict minimum. Je vous parlais tout à l'heure de services qui scale dans une démarche microservice. OK, on peut scaler horizontalement et donc multiplier le nombre d'instances de notre service. Mais toujours dans cette démarche de réarchitecture, il faut aussi le réfléchir. Est-ce que mon service est vraiment capable d'être distribué? Est-ce que mon traitement est capable d'être distribué? C'est pas le tout d'avoir multiplié le nombre d'instances qui vont faire le traitement. Est-ce que derrière, je suis capable de réagréger les résultats ensemble
de manière logique. Et si j'ai un traitement que j'ai distribué, il faut que mon architecture elle le prenne en compte. Je vais aller utiliser les services de mon Clouder. Mais par contre, d'un autre côté, il faut aussi que j'ai conçu l'architecture en fonction. Et donc ça, dans votre démarche FinOps, vous allez bénéficier d'un meilleur traitement, d'un traitement plus efficace, moins coûteux, mais en parallèle, il a fallu adapter l'architecture pour venir optimiser ce coût total de possession. Donc là-dessus, voilà, cette démarche microservice, c'est pas juste je multiplie les petits pains, c'est vraiment je repense pour pouvoir aller utiliser au plus juste ma ressource. Et un exemple, c'est d'aller le déployer dans du Kubernetes. Laurent, si tu veux le prendre. Yes, merci Olivier. Du coup, comme a dit Olivier, c'est le principe du right sizing, c'est effectivement de ne consommer que ce qui est nécessaire, et le principe du cluster Kubernetes qu'on peut voir un petit peu partout chez nos clients, puis dans toutes les entreprises, c'est d'utiliser un petit peu une technologie qui va densifier le nombre d'applications qu'on peut déployer sur un cluster. Typiquement, quand on est passé de la machine physique à la machine virtuelle, on a densifié l'utilisation des machines physiques qui, entre guillemets, dormaient 80% du temps pour surprovisionner des machines virtuelles sur les machines physiques, et donc d'utiliser au mieux les ressources. Avec Kubernetes, ça va être un petit peu la même chose, où on va densifier l'utilisation des applications sur Kubernetes pour utiliser au mieux les ressources sous-jacentes, que ce soit des VM ou que ce soit des machines physiques. Évidemment, quand on utilise du Kubernetes, on va avoir des choses un petit peu out of the box, hein, la scalabilité horizontale qui est possible, pas automatique, manuel pour la plupart du temps, mais automatique, possible, pardon. Mais il faut que les applications soient designées sur des principes qui sont, entre guillemets, des principes de Cloud Native Application, c'est-à-dire qu'on va prévoir plutôt des applications qui sont stateless, et on va déléguer la gestion de la donnée d'état dans d'autres services. Et comme ça, on va pouvoir les scaler horizontalement sur plusieurs clusters, sur plusieurs pads, pour que justement on puisse absorber la charge de travail. Évidemment, faire des applications en stateless, c'est aussi faire un petit peu de réarchitecture ou un petit peu d'architecture différente qu'on peut avoir dans l'architecture 3 tiers traditionnelle, pardon. Ça fait à peu près 40 ou 50 ans qu'on a les architectures 3 tiers, on sait bien les maîtriser, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de les scaler facilement. En tout cas, se pose toujours le problème de la donnée, et on se rend compte que scaler des applications monolithiques qui sont stateful, généralement, on va mettre des caches distribuées ou des message brokers pour justement un petit peu gérer cette donnée-là qui n'a pas été faite à la base pour scaler horizontalement. Généralement, on scalait verticalement, c'est-à-dire qu'on faisait grossir la machine pour répondre à des problématiques de performance, est arrivé à un niveau où la machine ne pouvait plus suivre, et on a commencé à scaler horizontalement. Du coup, si on reprend un petit peu tout ce qui était microservices dont parlait Olivier tout à l'heure aussi, on a des problématiques qui ne sont résolues que par des microservices. Alors pour moi, ça n'engage que moi, on ne fait des microservices que lorsqu'on va faire du scaling horizontal. Il y a plein de conséquences à l'utilisation de microservices, hein, évidemment, le couplage lâche, les multi-repos, le fait de pouvoir déployer des microservices sans impacter les autres microservices. Pour moi, ce ne sont que des conséquences. La seule et unique raison pourquoi on veut utiliser des microservices, à mon sens, ce serait la scalabilité horizontale. Je sais qu'il y a plein de gens utilisent aujourd'hui des architectures microservices pour plein de raisons différentes, pour typiquement dispatcher aussi les équipes, faire les feature teams, des choses comme ça. Ce n'est pas pour moi la raison principale, puisque si une application monolithique qui tourne sur une VM, ou 2 VM pour de la haute dispo, prend 90% de la charge sans brancher, je ne vois pas pourquoi on s'amuserait à réingénierer ou sur-ingénierer les applications pour justement perdre du temps, entre guillemets, à mettre en place des microservices, mettre en place des choses qui n'ont
qui viennent décorer à côté des choses qui ne sont pas disponibles sur les VM. Si on regarde un petit peu plus loin, j'ai voulu prendre en compte une étude de cas d'une application qui est monolithique, qui t'as pas les bons slides, Olivier, qui justement est monolithique, c'est PetClinic. Vous voyez sur le schéma là une application, hein, tout ce qui est entre pointillés, c'est ce qui est contenu dans le jar. Et dans ce jar-là est contenu tous les contrôleurs avec les repositories qui vont pointer sur une DB relationnelle. Cet exemple d'application PetClinic, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire une application monolithique qui n'a pas été designée avec des principes cloud native en tête et qui est entre guillemets difficilement scalable. Vous voyez ici que si on multiplie les jars sur différentes machines virtuelles, on va avoir un point de contention qui est la base de données relationnelle. Et pour ça, on va mettre des artifices qui sont soit des message brokers type Kafka, type RabbitMQ ou autre, soit des caches distribuées type, j'ai plus le nom du cache distribué, mais Hazelcast. Voilà, pour répondre à des problématiques de database qui ne sont pas capables d'absorber la charge. Alors évidemment, on est toujours capable de scaler verticalement la base de données pour répondre à des problèmes de performance, de faire des architectures un petit peu différentes en termes un master et une slave, les slaves servant à la lecture et le master servant à l'écriture. Mais tout ça, ce sont entre guillemets des approches qui sont pas scalables dans le sens où si subitement on arrive à des performances de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, on est incapable de supporter la charge sans pédaler très, très fortement derrière en essayant de rattraper tout ce qui se passe. Du coup, l'application PetClinic, aujourd'hui, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont amusés à faire des réécritures derrière, des réarchitectures de services. Typiquement, sur PetClinic, on a un exemple de découpage en microservices et de déploiement sur des approches, on va dire, plus cloud native. Donc là, un exemple d'architecture qui a complètement découplé donc la partie UI, la partie IHM avec le front et les REST services, en API REST, derrière avec chacun sa propre DB. Alors, si vous voyez les petits carrés bleus aujourd'hui, ces petits carrés bleus-là sont scalables, c'est-à-dire qu'on peut multiplier le nombre de services customer, vet service et visite service, assez facilement, et chacun porte son propre data store. Ça veut dire que le point de contention, on va essayer de le bypasser en entre guillemets multipliant aussi les data stores et de plus avoir un certain point de blocage. Alors évidemment, vous voyez que le schéma est un petit peu plus complexe que celui d'avant. Quand on fait des microservices, on a besoin de beaucoup de choses à côté. Typiquement, sur le service discovery, si on prend la stack Java, on a de l'Eureka qui fait le service discovery et le lien entre tous les microservices qui sont scalés, du Spring Cloud Config Server qui est aussi capable de récupérer de la configuration pour configurer à chaud les API REST ou les microservices. Et à droite, on voit aussi tout ce qui est distributed logging, distributed tracing avec Zipkin pour justement récupérer tous les logs de tous ces microservices-là, tous les traces de tous ces microservices-là pour les agréger en un point unique pour les analyser plus tard. Et du coup, on voit déjà que ce genre de réarchitecture, de découpage, d'éclatement en microservices, on va pouvoir déployer ça typiquement dans un premier temps sur des VM qui sont sur le right sizing. Typiquement, peut-être que le visit service n'est pas requêté très souvent et a besoin d'une petite machine. Et peut-être que le customer service est requêté très souvent et a besoin d'une machine de taille moyenne, mais beaucoup de machines. Du coup, on est capable de répartir la charge plus simplement et plus facilement, et donc qui répartit des différents clouders. Typiquement sur AWS, sur AWS, on est capable de faire l'utilisation des autoscaling groups, où là, on va scaler automatiquement le nombre de VM par rapport à la charge qui va en résulter.
Évidemment, ce genre d'architecture, on est capable de le déployer aussi facilement sur Kubernetes, où on va avoir de la scalabilité qui reste manuelle dans un premier temps, automatique dans un second temps si on met en place l'architecture qui va bien ou les outils qui vont bien, qui vont récupérer les métriques par exemple de Prometheus et qui vont scaler automatiquement les services. Mais Kubernetes va avoir le bénéfice d'apporter cette scalabilité et ce déploiement rapidement de microservices. Alors, deux petites anecdotes, dont une qui m'est arrivée encore une fois hier et dont Olivier m'a aidé. On a déployé un service qui était en Node.js sur du Kubernetes et on avait des problèmes de performance et uniquement en faisant un scale au niveau du nombre de cœurs sur la machine, on a réussi à passer de time-out au niveau de la connexion à des connexions en termes de 2-3 secondes qui étaient plus acceptables que juste des time-out. Ça, c'est la première avancée qu'on peut avoir quand on fait du Kubernetes, donc la scalabilité qui reste manuelle. Et la deuxième petite anecdote, on a chez un client accompagné un gros client sur la transformation de leur application de VM vers des containers. Alors, on parle pas d'application avec une dizaine de containers, on parle de 40 000 containers quand même, qui reste quelque chose de non négligeable. Et en passant de VM qui devait supporter la charge de ces utilisateurs-là vers un cluster Kubernetes avec 40 000 containers, on a réussi à économiser 75% de coûts engendrés sur l'année en termes d'exploitation. Je parle uniquement en termes d'exploitation. Et même en comptant le coût de licence qui est de l'OpenShift, qui n'est pas donné. Donc on voit qu'en passant typiquement même de la VM à du Kubernetes, donc je vois qu'il y a du Tanzu aussi qu'on nous préconise, on arrive à économiser vraiment des coûts de l'ordre de 75% quand on a une approche complètement globale. Si on pousse un petit peu le curseur un peu plus loin, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Enfin, il y a beaucoup de discussions autour aujourd'hui du principe de serverless, où le principe du serverless, pour moi, c'est vraiment une approche de l'utilisation du cloud qui est purement économique. On va retrouver tout ce qui est scalabilité horizontale, scalabilité automatique, pas mal de choses. L'un des principes du serverless, c'est d'avoir aussi le scale to zero. Donc, on ne va plus payer pour ce qu'on ne consomme plus, que ce soit au niveau du compute, avec de l'AWS Lambda, du GCP ou de l'Azure, mais aussi maintenant sur des approches NoSQL, avec, si je me rappelle bien, du Aurora ou du DocumentDB, je ne sais plus, mais aussi avec des approches SQL maintenant. Aurora Serverless étant un bon exemple. Azure avait sa propre approche avec SQL Serverless qui lui permet justement de ne pas payer ce qu'on ne consomme pas. Si on reprend un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec l'approche de Pet Clinic, on a un front, un back en API REST et on voit que si on veut éclater ou déployer ça sur différents services du Clouder, eh bien, on a d'un côté le front qui va être compilé en statique, déployé sur un S3 par exemple, et ça va nous coûter que 2 centimes par giga par mois. Ça, c'est dans un premier temps, on va quand même faire des grosses économies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va inverser l'utilisation de l'architecture, dans le sens où avant, avec une approche, on va dire serveur, toute la charge des milliers d'utilisateurs était sur le serveur, VM, Kubernetes et autres. Avec l'approche, on va dire serverless, là, on va multiplier le nombre on va tirer parti de la puissance du browser pour faire les calculs au niveau d'AngularJS ou de React.js sur le browser, sur le laptop de l'utilisateur et donc le côté serveur. Le côté serveur n'étant réservé que pour le back-end API. Justement, si on prend un petit peu tous ces coûts-là, côté API Node.js, on a au niveau du serverless des free tiers, donc on a 1 million d'appels qui sont gratuits par mois,
Donc, on a à peu près 28 heures de lambda à 4 gigas de RAM gratuites par mois, 224 heures avec des 512 gigas de RAM. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a aussi une API Gateway qui peut nous coûter 0, puisqu'on a 1 million de calls qui sont gratuits par mois. Et en termes de back, on a fait aussi un petit peu l'estimation de combien coûterait du MongoDB managé sur des VM versus du DynamoDB ou du Cosmos DB. Alors, du MongoDB, aujourd'hui, sur des petites machines, ça nous coûte 4 000 € par an si on déploie 3 nœuds sur des T3X larges. Évidemment, des T3, c'est pas non plus des machines qui sont taillées pour du MongoDB, c'est plutôt fait pour du web. Et donc, si on part sur des machines qui sont plutôt taillées pour du MongoDB, on va plutôt partir sur du R5X large et ça va nous coûter absolument à peu près 8 000 € sans compter le stockage. Il faut rajouter derrière le stockage. Si on prend l'équivalent sur du DynamoDB ou du Cosmos DB, pour 3,5 millions de requêtes en read et en write par mois, on est à peu près sur 72 € par an. Et si on augmente à 75 millions de read et de write par mois, ce qui correspond à peu près aux fruitières du compute, on est à peu près à 1 500 € par an en termes de scalabilité. Donc évidemment, on a fait des économies d'échelle qui sont plutôt intéressantes au niveau du serverless. Là, depuis tout à l'heure, vous voyez un petit peu un schéma où je me suis amusé là à découper Pet Clinic, pareil en serverless, avec tous les contrôleurs en fonction, une DB en MySQL avec un REST API en frontal. Et vous voyez au niveau des coûts, on est à peu près sur du stockage en termes de 2 centimes par mois pour 1 giga, 50 € au niveau des API et à peu près 120 € pour MySQL. Et on se rend compte que le plus gros poste de dépense aujourd'hui, c'est MySQL. En tout cas, ça reste de la donnée qui nous coûte cher. Pour les détracteurs qui se demandaient combien pouvait absorber un bucket S3 ou un bucket Azure Storage, aujourd'hui, on a 20 000 requêtes par seconde en termes de requêtes max, quand on est sur des tiers à 2 centimes par mois. Et évidemment, si vous faites un ticket au support en disant on veut dépasser la limite de 20 000 requêtes par seconde, on est capable d'atteindre des 50-100 000 requêtes par seconde, ce qui est largement acceptable en termes de performance. Du coup, on a à petit peu près fait le tour de tout ce qu'on voulait vous dire sur l'approche FinOps. Aujourd'hui, quatre grands takeaways clés qu'on voulait vous partager. Le premier, c'est on ne peut pas avoir d'approche FinOps si on n'a pas d'approche organisationnelle de l'approche. Je me répète un petit peu. Puisque si on n'a pas quelqu'un qui vient nous challenger au niveau des coûts, si on n'a pas déployé nos architectures dans le cloud avec des politiques de tagging, de labeling, on ne peut pas mesurer combien coûtent les exploitations de l'application, et on ne peut pas challenger une réduction de TCO si on ne peut pas calculer le TCO, puisque aujourd'hui c'est un petit peu le TCO qui fait foi dans l'entreprise et qui va nous permettre de driver ou non la migration ou la réarchitecture de l'application. La deuxième, évidemment, c'est de challenger l'architecture. On évite de reproduire ce qu'on fait on-prem sur du cloud. Donc maintenant, on constate que le lift and shift a atteint ses limites et que typiquement déployer sur des VM, ça a un petit peu atteint ses limites. Chez nous, chez Sogeti, on constate que nos clients ont arrêté de faire du lift and shift et maintenant se concentrent sur soit de la modernisation d'applications avec par exemple Kubernetes, qui est un des moyens d'atteindre la modernisation. Et l'autre, c'est la création from scratch de Cloud Native Application avec du serverless ou du platform as a service qui est beaucoup plus utilisé. Le troisième point, c'est vraiment d'utiliser les services et les ressources qui vous sont offerts soit on-prem,
soit sur le cloud, et d'autant plus sur le cloud, où typiquement, on va faire des économies aussi en termes d'humains, puisque les DevOps, on va dire, vont se transformer, vont passer d'un pur exploitant à quelqu'un qui va chercher à optimiser les coûts, optimiser les temps de réponse. On va avoir certaines choses qui vont être aussi prises en compte par le cloudeur. Je pense notamment au backup, aux disaster recovery qui sont pris en charge par le cloudeur quand on fait du pass, par exemple. Et du coup, on va chercher à utiliser le même service, mais à des coûts moindres. Et enfin, on va essayer de monitorer le TCO pour éviter de ne pas regarder uniquement que les coûts de run, mais aussi les coûts de build, les coûts de people, les coûts RH, les coûts de maintenance, les coûts de sécurité. Et tout ça, ça doit être pris en compte dans le calcul de TCO pour justement faire le meilleur choix possible, soit de la réarchitecture, soit de la migration, soit du décommissionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense qu'on peut laisser la main aux questions-réponses. Exact. Thomas est en train d'arriver. Ouais, est-ce que vous me voyez? On te voit et on t'entend. Oui, donc on a quelques D'accord. questions, peut-être 5, peut-être 6. Ça change. Je vous propose de vous les poser par ordre de vote. La première question donc d'Adrien. Est-ce qu'il existe des cadres de bonne pratique pour estimer a priori le TCO d'une nouvelle app lors de son design? Vous avez des cadres à partager? Alors, là-dessus, la réponse, estimation a priori, c'est un ensemble en fait. Dans la pratique, dans les pratiques qu'on vient de vous présenter, ton TCO, il faut le voir comme étant coût global, comme son nom l'indique. Donc, tu vas avoir le coût d'exploitation de tes ressources. Donc là, des outils comme Cloudizzier, par exemple, vont te permettre de te projeter sur les 1, 2, 3 ans à venir, 5 ans en plus, peu importe. Et donc de calculer ton coût d'exploitation, ton coût d'hébergement. Et de la même manière, après, il va falloir que tu calcules ton coût d'architecture, de réarchitecture éventuelle, et toutes ces choses-là, de formation éventuellement de tes équipes. Ça va rejoindre un petit peu les questions qu'on voit en dessous. Mais ça, il n'y a pas de formule magique, en fait, dans le sens où ça dépend complètement de tes équipes, de leurs compétences et de ce genre de choses. Donc, si tu as des équipes qui sont déjà cloud ready et qui parlent couramment le cloud et qui sont à l'aise sur ces sujets-là, ça va forcément réduire ton TCO et dans ton calcul, ça va avoir un impact moindre. Si au contraire, tu dois pousser toute une migration et une acculturation de ton entreprise, forcément, ça augmente ton coût parce qu'il va falloir que tu formes des gens, que tu les formes à l'utilisation des nouveaux outils, des nouvelles pratiques et des choses comme ça. Mais donc ça, c'est la partie calcul du coût de ton projet et donc la partie formation de tes équipes, DevOps, Dev et autres, ça fait partie de ton projet et la partie exploitation derrière, et pour laquelle tu peux t'appuyer sur des outils qui vont venir faire le job en partie au moins pour toi. Est-ce que ça répond à la question? Cela dit, s'il n'a pas la voix. Damien, c'est encore là. On a le chat. C'est Adrien qui posait cette question. Adrien, pardon. Ok, merci. Damien, passez devant. Oui, c'est ça. En effet, Damien a récolté quelques votes supplémentaires entre-temps. Donc, sa question pour réduire les coûts, il semble qu'au final, il faille tendre vers une utilisation massive des services intégrés et packagés par les cloud providers et non plus les gérer soi-même. Donc, une question qui revient souvent, c'est plutôt une remarque, c'est on devient trop dépendant du cloud provider si on veut changer. Ne fais pas ça. Alors, en tout cas, mon approche, c'est de dire que il faut faire un choix à un moment donné. Le choix, vous faites déjà le choix aujourd'hui sur une base de données. Par exemple, si vous choisissez de partir sur de l'Oracle ou d'autres systèmes sur lesquels vous avez payé du licensing, vous avez déjà fait un choix et vous êtes extrêmement dépendant. C'est du même principe ici. Vous allez faire un choix. Vous allez partir sur un cloudeur X. Voilà, il faut faire ce choix, il faut y aller. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir en tirer, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir en tirer les meilleurs services. Les meilleurs services parce qu'ils vont mieux faire que vous de la répartition de charges, de la mise en place, par exemple, de services d'intelligence artificielle, de services de gestion d'IoT, de bases de données. Et
même si effectivement, on peut avoir l'impression d'être pieds et mains liés avec un cloudeur, dans tous les cas, vous allez en tirer énormément de bénéfices qui, in fine, vous font gagner du temps et de l'argent. Lorsqu'on doit faire une réversibilité, que ce soit sur un cloudeur ou sur une solution logicielle de base de données que je donnais précédemment, dans tous les cas, il va falloir prévoir un investissement. Vous n'aurez pas le choix. Sur votre infrastructure as code que vous la déployez, si vous la développez pour de l'AWS par exemple, il va falloir la redévelopper, ça a un coût, il faut redévelopper pour faire l'infrastructure as code pour un autre provider. Donc, mon avis en tout cas, c'est autant tirer les meilleurs bénéfices du cloudeur pour pouvoir justement en tirer le meilleur parti. C'est mon avis. Je ne sais pas si Damien, ou les autres, vous avez des... Moi, tu connais ma réponse, je partage entièrement. En effet, il y a un moment, on a fait un choix d'aller développer en Java, on fait tout en Java du sol au plafond. Et quand on fait un choix d'un clouder, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Hein. Vous voulez un load balancer, vous déployez Nginx, vous le voulez en hot dispo. Donc, si vous avez déployé un Nginx, comme ça, vous n'êtes pas dépendant de votre cloud provider. Vous avez mis 3 machines et ça vous coûte 550 balles par an. Si vous faites la même chose avec un load balancer chez GCP, Azure ou AWS, par exemple, qui sont intégrés, ça vous coûte au minimum 3 fois moins cher. Et donc, le coût, il est dans votre démarche et il est à prendre en compte. Et en plus, le service est plus fiable, de meilleure qualité. Mais, ça vous permet de focaliser sur. Vas-y. Ok, donc question suivante. Est-ce que le FinOps ne peut pas indirectement donner des KPI pour une démarche Green IT? Dans le sens, si je paye moins cher, je consomme moins et donc je pollue moins. Alors, donner des KPI, je ne sais pas, mais en tout cas, abonder dans le sens de la démarche Green IT. Après, le but du FinOps, c'est effectivement d'essayer de réduire, ou en tout cas, alors pas de réduire les coûts du cloud, mais plutôt de maîtriser les coûts du cloud. Enfin, maîtriser les coûts tout court de l'IT, pardon. Avoir des KPI, c'est bien, on peut en avoir, il n'y a pas de souci. Mais rien ne te dit que tu consommes moins dans un data center qui lui, est extrêmement pollué ou qui n'est pas aux énergies renouvelables. C'est bien. Ou tu vas consommer un petit peu plus, mais sur un data center qui est, lui, full énergie renouvelable ou qui a un PUE qui est proche de 1. Je sais pas. Je n'ai pas d'avis sur le Green IT. C'est quelque chose que je ne suis pas, mais Tony, peut-être Olivier, vous avez un avis peut-être? On aura forcément une démarche Green IT, même si je ne le suis pas non plus, mais on aura forcément une démarche Green IT à partir du moment où on travaille sur la juste consommation des services que l'on va avoir dans le cloud. Après, de là, avoir des métriques sur finalement quel est le gain, en tout cas sur la partie green. Je ne connais pas en tout cas d'outils qui permettent de le proposer. Et d'ailleurs, il faut que les clouders mettre en visibilité combien consomme une CPU, par exemple, l'utilisation de telle quantité de RAM ou de disque. À ma connaissance, ça n'existe pas. En tout cas, ils ne le proposent pas. Donc, sur la démarche de Green IT, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vois aussi, c'est aujourd'hui, il y a plein de benchmarks qui sortent pour comparer la consommation des langages. Typiquement, JavaScript pollue beaucoup plus que Rust, qui pollue un petit peu plus que C, etc. et compagnie. Et apparemment, Go, c'est celui qui pollue le plus. Est-ce que le FinOps va nous permettre d'avoir des indicateurs pour polluer moins? Aucune idée. Je sais pas. Je tempérerai un tout petit peu en disant, si vous êtes déjà dans le cloud et que vous cherchez à réduire vos coûts avec une démarche FinOps, on a quand même beaucoup parlé de rationalisation et de choses comme ça. Si on densifie l'utilisation d'un serveur, mécaniquement, il y a des chances qu'on pollue moins parce qu'on aura besoin de fabriquer moins de serveurs, on aura besoin de moins d'électricité pour les alimenter, on les fait pas tourner la nuit, des choses comme ça. Et ça fait partie de toutes les pistes là qu'on vous a présentées. Et donc, de facto, vous baissez votre consommation, votre facture, mais votre consommation électrique. Par contre, est-ce qu'il y a des KPI associés? Moi, j'en connais pas
Je ne connais pas qui soit directement lié au cloud. Non, puis il ne l'affiche pas de mémoire. En tout cas, je n'ai pas connaissance qu'il l'affiche. Ok, merci beaucoup. Donc, question suivante de Maxime. Les développeurs coûtent aujourd'hui beaucoup plus cher que l'infra. Les coûts indirects du FinOps sur l'architecture logicielle et donc la productivité et la maintenance ont-ils été mesurés? Si oui, où trouver ces mesures? Ça, c'est un sujet qui est assez vaste aussi. La partie coût des développeurs et versus infra, c'est une évidence, c'est à prendre en compte dans votre TCO. C'est marrant, on avait cette discussion avec Laurent juste avant le call, justement, et ça fait partie donc toute votre démarche d'architecture. Hein, vous allez repasser du temps d'archi, d'infra, de dev, etc., de build, qui a inévitablement un coût et qui a comparé au coût que vous auriez eu en exploitation, qui aurait pu être légèrement supérieur à celui que vous obtiendrez, mais avec les factures des développeurs en moins. Alors, il y a plusieurs axes là-dessus. Déjà, selon l'effort que vous mettez en archi et en build et le gain qui est derrière, vous pouvez vous y retrouver sur votre TCO. Hein. TCO, ça ne se calcule pas sur un mois, sur la durée de vie totale de votre projet. Donc ce TCO peut s'avérer être rentable, enfin, peut s'avérer devenir moindre que le TCO que vous auriez eu sans faire cet effort-là. Il y a d'autres aspects qui peuvent être à prendre en compte on a parlé de maintenance et de choses comme ça, et donc d'indisponibilité, ce qui sont à prendre en compte dans votre coût de TCO, et donc qui ont un coût pas forcément toujours très direct et pas toujours très simple à calculer, mais qui vient s'ajouter également à votre coût de développeur et à votre coût d'infra, parce que votre service a été indispo et que vos clients sont partis ailleurs, parce que vous êtes fait pirater, qu'on vous a volé vos données, vous avez perdu la confiance des utilisateurs, des choses comme ça, où justement, alors bon, le piratage c'est plus une démarche DevSecOps, hein, mais la partie j'ai perdu du service, ça fait partie de votre coût au final, et donc qui vient s'ajouter à votre TCO. Je ne sais pas, Tony, Laurent, si vous avez un. Je vais compléter un petit peu ce que tu dis sur les développeurs. Aujourd'hui, enfin moi, je vais livrer mon point de vue personnel sur les développeurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de DSI qui font de l'outsourcing, typiquement, qui prennent des cabinets comme nous pour faire des gros développements, voire qui envoient le développement en Inde pour justement réduire les coûts de développement et donc réduire les coûts du projet. Donc c'est pour ça que quand on parle de TCO, on parle bien du coût du build et du coût de run. Le run, c'est la maintenance et le build, c'est etc. Mais on se rend compte si aujourd'hui un développeur outsourcé coûte 200 €, mais produit, je sais pas moi, 10, 20, 30, 40 bugs par ligne de code et donc a une indisponibilité complète de la plateforme, ou en tout cas le coût de maintenance est prohibitif, versus un développeur qui reste en France et qui coûte 3-4 fois plus cher, mais dont les coûts de maintenance sont ridicules. Aujourd'hui, quand on va voir les entreprises, on voit que d'un côté, on a les développeurs, donc la DSI, où on a les coûts du projet, et à partir du moment où le projet est fini et part sur l'exploitation, on a les coûts de run. Et les deux sont complètement dissociés. Et de plus, on a les hébergeurs, en tout cas les infrastructures, qui vont vous dire, bah oui, mais nous, on a une machine où on a déployé dessus 40 ou 50 applications. Donc, du coup, le coût d'une application, c'est ridicule. Et on se retrouve avec des pans au niveau de la DSI, au niveau de l'exploitation et au niveau de l'infrastructure. Ce sont 3 pans qui sont complètement dissociés, silotés, et on n'arrive complètement pas à calculer le coût du TCO, et on n'est pas capable de challenger tous ces coûts-là. C'est pour ça qu'un des key takeaways, c'était de calculer vraiment un TCO. Et aujourd'hui, les entreprises qui savent me sortir la facture globale sur 3 ou 5 ans de combien coûtait un projet, ou combien coûte un service, ou combien coûte une application, que ce soit on-prem, dans le cloud, avec les coûts de build et les coûts de maintenance, il y en a très très peu, voire quasiment pas. Je ne sais pas si tu veux compléter, Tony. Ouais, après, je suis d'accord avec vous. Pour compléter, en tout cas, mon avis, c'est qu'à partir du moment où on choisit
d'utiliser un service d'un cloudeur vs une application qu'on va développer. L'application part sur un cahier des charges qui est établi à un instant T, à la différence que si on consomme un service, le cloudeur faisant évoluer continuellement ces services, c'est qu'au fil du temps, on va pouvoir hériter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles évolutions qu'on pourra réutiliser ou réutiliser dans les développements qu'on a en cours. Donc, finalement, mon avis, c'est préférer l'utilisation de services proposés par le cloudeur, déjà parce que la haute disponibilité, il s'en charge. Toute la partie évolutivité, correction de failles de sécurité, il va le traiter également. Donc, à partir du moment où ça existe, autant en profiter. Thomas. Ok, merci. Je prends la suite. Est-ce que le métier de FinOps peut être uniquement porté par des architectes cloud? Eh ben non. Ah non, c'est la. Vas-y, Olivier. Oh, bah, t'étais parti. Mais... Non, il y a le lead FinOps, le lead architecte, le lead DevOps, le programme manager, les responsables achats. L'architecte, il adresse une partie du modèle et donc forcément quand on parle réarchitecture, des choses comme ça, forcément il va être partie prenante et il va devoir se poser des questions des coûts de sa réarchitecture et de ce que ça va impliquer. Mais tous les autres, tout à l'heure on a parlé formation par exemple, et ça rejoint un petit peu la question d'avant. Il y a aussi une notion de rétention et donc de formation. Est-ce que je vais avoir des ressources qui vont rester et ça participe aussi dans le coût. Mais donc notre lead FinOps, c'est pas forcément un architecte. Il suit les KPI financiers et il va s'assurer que l'ensemble de la gouvernance FinOps est cohérente. Mais le lead architecte, c'est juste un des maillons de la chaîne, un maillon essentiel, mais un maillon pas plus ni moins essentiel que les autres, comme le service financier par exemple, ou aux ressources humaines. On se prend avec Guillaume qui a posé une autre question. Le lead FinOps, il a quel profil? Bonne question. Oh. Un pur financier. Il a un profil plutôt, je pense, curieux, qui va fédérer ses équipes, l'ensemble des équipes autour de lui. Sachant qu'il va pouvoir se baser sur les KPI et dashboards fournis par ces outils. Et d'ailleurs, au travers des comités FinOps, où, comme le disait Olivier, on va retrouver une grande partie de la population d'entreprise, soit du monde financier, dev, architecte. Et de là, il va pouvoir piloter toutes les investigations pour essayer d'optimiser les dépenses, essayer de comprendre pourquoi certains services dépensent plus que d'autres. Et après, avec les équipes, peut-être travailler sur du re-architecturing, du refactoring de certaines applis pour justement optimiser les coûts. Donc, je ne vois pas plus dev qu'autre chose, en tout cas perso. Ok, question ou remarque de Maxime, qui rejoint un peu d'ailleurs une réponse que vous aviez donnée tout à l'heure sur la formation. Donc, si par exemple on gagne 800 € sur notre load balancer, mais qu'on en perd 1000 en montée en compétences parce que ce load balancer était maîtrisé, j'imagine que la question c'est est-ce que ça a un avantage, quoi. Quel est l'intérêt? Mais ça rejoint complètement la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. En effet, hein, c'est où c'est qu'on place le curseur en termes de besoins et il ne faut pas regarder les avantages FinOps juste sur une exploitation et sur un point particulier, à savoir j'ai gagné 800 balles là alors que j'en ai perdu 1000 à côté, donc j'en ai perdu au final 200. Non, parce qu'il y a tout l'à côté justement de formation, de maintien de service, etc., maintien en conditions opérationnelles, de sécurité et compagnie, qui participent à votre TCO. Et donc, oui, sur un instant T précis, vous pouvez avoir un coût supérieur parce que vous avez fait un changement. Le TCO, ça se calcule sur la durée. Merci. Et dernière question d'Oussama. Si un projet ou la stratégie générale s'inscrit dans une démarche Clean IT 6S depuis le début, est-ce qu'on peut dire qu'on est FinOps adepte?
Est-ce que le FinOps, si on retourne un peu la question, c'est est-ce que le FinOps ne rejoint pas finalement la démarche Lean IT 6S? Moi, je vais pas pouvoir répondre parce que je connais pas connais l'Unity je 6S. connais pas suffisamment, je connais que de noms, j'ai pas une connaissance profonde du Lean IT 6S, donc je suis pas capable de répondre. De ce que je sais, c'est que ça consiste à faire quelque chose de propre, de standardisé, qui, on va pas en parler plus que ça non plus, mais on voit ce qu'il y a derrière, en tout cas, le Lean IT. Le Lean Six Sigma, moi, de ce que j'en comprends, ça vient à la base de l'industrie où on va tendre à optimiser la production des produits, voilà, de tout ce que tu manufactures pour atteindre ce qu'on appelle le Six Sigma, donc c'est-à-dire si une déviation de Six Sigma au niveau de la perte des produits. Typiquement, tu as un composant défectueux sur 100 000 composants. Appliqué à l'IT, le Lean Six Sigma, ça va être aussi d'essayer de réduire tout ce qui est perte, tout ce qui est non optimisé. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait un petit peu de Lean. Et un des outils du Lean qu'on fait quand on va, par exemple, chez les clients, c'est alors j'ai oublié le nom. C'est pas les MVP, c'est l'autre, évidemment. C'est un diagramme où tu vas mettre tes flux optimisés et non optimisés. Et en fait, dans un projet, tu vas aujourd'hui, il va dire, ben voilà, attendre par exemple un environnement de développement, ça va prendre 3 mois. Et du coup, je vais travailler sur réduire ce temps de 3 mois pour réduire du coup l'attente, donc accélérer mon projet et accélérer mes développements. Et donc du coup, par extension, diminuer les coûts. Mais au-delà de ça, effectivement, si tu fais du Lean Six Sigma où tu vas tout le temps chercher l'optimisation, que ce soit de n'importe quoi, on peut considérer que FinOps est un pan, effectivement, du Lean Six Sigma. Je vais y arriver. Ça marche, merci beaucoup. Bon, on a fini pour la liste de questions. A priori, je n'ai rien oublié. On a un peu débordé. Bah, merci à tout le monde, en tout cas. Bah ouais, Merci à tous pour vos questions. Et puis, à très bientôt pour un autre talk, j'espère. Et sinon, bon après-midi à tous. avec grand plaisir. Ok. À bientôt. Merci, bon après-midi. Merci.